Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Donald Trump fait son retour à la Maison-Blanche et prête à nouveau serment ce lundi 20 janvier. Augmenter les droits de douane, freiner l'immigration, baisser les impôts pour les entreprises, augmenter le pouvoir d'achat des Américains. La future politique économique menée par Donald Trump devrait rapidement produire des effets sur l'économie américaine, mais également mondiale. Quels enjeux économiques de la nouvelle administration de Donald Trump? On en parle ce soir avec vous, Zakaria Abou-Daheb. Vous êtes professeur en relations internationales à l'université Mohamed V de Rabat. C'est un plaisir de vous recevoir ce soir. Le plaisir est pour moi, Madame Khamenei. Merci de l'invitation. Alors, à l'occasion de cette investiture de Donald Trump, parmi les mesures fortes annoncées et qui devraient prendre effet immédiat après donc cette investiture, c'est les taxes douanières qui devraient augmenter de 25% pour le Mexique et le Canada et de 10% pour la Chine. Jusqu'où peut aller Trump par rapport à cela et quels enjeux économiques justement? Moi, je suis étonné. Pourquoi? Parce que, du moins pour le premier cas, les États-Unis, le Canada, le Mexique, en 1994, font partie de l'accord de libre-échange nord-américain. L'appellation a changé, mais le fond est resté le même. Et donc, qui dit une zone de libre-échange, dit par définition élimination progressive des tarifs douaniers jusqu'à les aligner sur pratiquement 0%. Alors aujourd'hui, si M. Trump brandit la menace de surtaxer, ça va poser un problème double. D'abord, par rapport aux engagements pris au regard de ces deux pays, le Mexique et le Canada, et deuxièmement, par rapport aussi à des engagements consolidés, parce que, je le sais, dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, les zones de libre-échange sont notifiées, et donc les deux pays auront à ce moment-là, si des consultations n'aboutissent pas à un règlement à l'amiable, peuvent frapper sur les portes de l'OMC pour engager un procès justement contre ces mesures. Ce qui fait que je suis un peu, je l'ai dit tout à l'heure, étonné, voire même un peu perplexe par rapport à l'effectivité de cette mesure qu'il avait annoncée, mais s'il venait à surtaxer, non seulement cela pouvait, encore une fois, impacter les engagements dits consolidés au sein de l'Organisation mondiale du commerce, mais ça va se répercuter sur les prix au niveau du consommateur américain. Mais justement, cet accord de libre-échange, on parle d'une renégociation de cet accord qui devrait se faire en 2026, donc peut-être, selon en tout cas certains analystes, ces mesures annoncées par Trump sont peut-être un moyen de négociation. Donc, de faire pression. Tout à fait. Alors, pour obtenir le maximum. Madame Khamenei, quand on parle du Trumpisme, c'est vrai, le fait de détricoter certains accords, comme l'accord sur les changements climatiques de Paris. Monsieur Trump s'est retiré même, je pense, de l'UNESCO à un moment donné, sinon il avait suspendu les subventions accordées par rapport à l'OMS au moment de la Covid. Alors, première des choses, c'est que s'il passe à l'acte, cela va enfreindre un principe clé dans le droit du commerce international, c'est le principe de consolidation et de stabilisation des tarifs douaniers. Donc ça va probablement pousser ces deux pays, au cas où, je l'ai dit tout à l'heure, les consultations n'aboutissent pas, à les porter vers l'organe de règlement des différends relevant de l'OMC. Le deuxième point, c'est une démarche de M. Trump, l'unilatéralisme, qui épouse parfaitement cette capacité de dissuader non seulement ses voisins, mais également les Européens, peut-être nous y reviendrons. Et donc, ce qui fait que la grande question, à mon sens, Madame Khamenei, c'est attendre des décrets qui vont être signés, peut-être même à partir d'aujourd'hui, sinon de demain, qu'il a déjà préparé pour voir l'impact et la teneur même de ces réductions. Est-ce que c'est juste une surtaxation à la suite d'une autorisation qui pourrait lui être accordée par l'accord de libre-échange par l'OMC lorsqu'il y a des secteurs de production qui sont désorganisés. Vous voyez, donc il y a aussi des aspects techniques par rapport à cette question-là. Il faut bien lire les clauses des accords, en tout cas, avant de pouvoir se prononcer là-dessus. Absolument. Si on devait parler de la Chine, donc cette augmentation de 10%, ça va raviver, on va dire, cette guerre commerciale qui existe déjà, mais qui était déjà à son maximum au moment où Trump était déjà président. Concernant la Chine, donc ce n'est pas la première fois que le brandissement de la menace de sanctions ou de surtaxation arrive. Dès son premier mandat, à partir de 2017, il avait mis à exécution une surtaxation des importations chinoises sous prétexte qu'elles étaient l'objet de dumping, c'est-à-dire le fait de vendre à perte, ou on va dire la casse ou brader les prix. Deuxièmement, il invoque le fait que la balance commerciale est favorable à la Chine et que
étant donné même que les Chinois financent en grande partie le déficit budgétaire états-unien, parce que les États-Unis, je crois, au niveau mondial, c'est le premier pays endetté. Mais évidemment, c'est par des surcapacités de mobilisation des fonds, etc. Maintenant, il est vrai que M. Donald Trump ne cherche pas, il me semble, une guerre commerciale ouverte avec les Chinois. D'ailleurs, il avait même dit durant les derniers jours qu'il voudrait bien rencontrer Xi Jinping, le président chinois, qui a aussi même de l'apaisement par rapport à TikTok, alors que l'équipe Biden avait décidé de fermer cette plateforme, alors que M. Trump est pour sa réouverture. Il va, je pense, mettre à exécution sa promesse avec Elon Musk, qui avait fait montre d'intérêt par rapport au rachat de TikTok aux États-Unis d'Amérique. Néanmoins, il faut dire que, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est du bargaining, c'est un moyen de marchandage de pression pour ramener ou pousser la Chine plutôt à présenter des concessions par rapport à la problématique, je pense, des véhicules électriques, parce qu'il y a aussi l'ambition de Elon Musk par rapport à Tesla, gros producteur de ce type de véhicules. Donc, vous le disiez tout à l'heure par rapport à ces droits de douane, quand on parle de la Chine, quand on parle du Canada et du Mexique, s'ils venaient à être appliqués, et puis de l'Union européenne, ce qui devrait venir, il y a des annonces qui ont été faites, mais rien de concret pour le moment. Est-ce que ça ne va pas impacter principalement la consommation américaine, les prix au niveau donc, du marché américain, et puis une inflation, favoriser un retour de l'inflation, ce qui contredit un petit peu les promesses faites de stabiliser les prix au niveau du marché intérieur et de baisser les prix également et de juguler l'inflation. C'est vrai que c'est un sujet très complexe, il est technique. Juste pour rappeler rapidement qu'avec l'Union européenne, la démarche est un peu tout autre. Il est vrai qu'il y avait un accord dit transatlantique qui était en cours de négociation, mais il a été suspendu. Je crois qu'il pourrait être ressuscité, mais à la faveur des Américains. Et ça nous rappelle les années 80, parce que Ronald Reagan, durant son mandat, le premier et le second, la guerre commerciale était aussi à son paroxysme. Et c'était à l'époque où les partisans du commerce international multilatéral avaient lancé ce fameux cycle de l'Uruguay qui a donné naissance à l'Organisation mondiale du commerce. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, quand on parle des taxes, en fait, il faut cibler quel genre de produit, selon M. Trump et son administration, a le caractère de sensible, par exemple les aciéristes, et qui requièrent une certaine protection. D'ailleurs, il y a ce qu'on appelle les clauses de sauvegarde au niveau de l'OMC, et on peut légalement protéger durant 2, 3, 4 ans et activer ce qu'on appelle des mesures de sauvegarde temporaires. C'est parfaitement légal. Donc, ce ne sera pas toutes les taxes, évidemment. Ça ne va pas, il me semble, cibler les produits alimentaires, parce que les États-Unis sont de gros producteurs de produits agricoles et alimentaires, mais ça va cibler des secteurs de pointe, bien ciblés à ce moment-là. Et il y a toute une palette de mesures, que ce soit au niveau de l'Organisation mondiale du commerce, que ce soit au niveau de l'Organisation mondiale des douanes. Au final, il est vrai que parfois, peut-être certains pourraient invoquer le fait que si les importations se renchérissent, ça va se répercuter sur le pouvoir d'achat des Américains, mais il faut définir quel type de secteur de production allait être ciblé par ce genre de mesures. Deuxième point, il est vrai M. Trump fait comme promesse majeure le fait de juguler l'inflation. Cela dépasse, à mon sens, le cadre stricto sensu aux États-Unis, et ça se connecte à d'autres problématiques plus mondiales, la question de l'économie internationale, l'énergie, le prix des intrants, etc. Mais de toutes les manières, je pense qu'il va aller dans cette direction-là pour tenir ses promesses face à un électorat qui attend beaucoup de lui. Autre mesure, en tout cas annoncée, celle de freiner l'immigration, et pour rester toujours sur les enjeux économiques, freiner l'immigration, ça veut dire peut-être moins de main-d'œuvre, ou en tout cas une main-d'œuvre qui va augmenter de prix. Est-ce que ça ne va pas également impacter plus ou moins négativement le marché du travail et puis l'économie aussi nationale? C'est le grand sujet pour M. Donald Trump que de considérer que l'immigration, moi je pense qu'il parlait plus de l'immigration clandestine ou irrégulière pour rester dans les standards de l'Organisation mondiale pour les migrations. Mais face à cela, on sait très bien que énormément d'entreprises, de champs font travailler des émigrés, même légaux, et que ces derniers sont aujourd'hui exposés à la vulnérabilité, à la précarité, naturalisés, comme vous avez si bien dit. La proximité, d'ailleurs,
vous savez, dans entre guillemets ces blagues, M. Trump disait que désormais il faut remplacer le nom du golfe de Mexique par le golfe des Amériques. Et il louchait aussi vers le canal de Panama en accusant les Chinois de l'avoir investi et que finalement ce sont les soldats américains qui l'ont construit. Il y avait une sorte de concession de 20 ans. Donc on voit très bien que sa démarche, elle n'est pas seulement axée sur l'immigration en tant que telle, mais aussi, pour reprendre du poil de la bête, comme on dit, ça va certainement faire priver certaines entreprises ou des producteurs d'une main-d'œuvre qui est à bon marché, entre guillemets. Néanmoins, cette question-là, je pense, taraude beaucoup l'esprit de M. Donald Trump. Et je pense que l'un des premiers décrets qui vont être signés va cibler ou vont cibler ces décrets, cette catégorie de personnes. Et ça va poser pas mal de problèmes sociaux. En tout cas, des entreprises qui sont aujourd'hui confiantes dans la dynamique de l'économie, confiantes aussi vis-à-vis de Donald Trump qui devrait booster l'économie nationale. Et dernier point, l'impôt sur la société. Il a promis de faire passer le taux de 21 à 15%, une mesure très attendue par les entreprises. Alors ça me rappelle le keynésianisme après 1945 et sur la base duquel des institutions ont été créées, et même des notions comme l'État-providence. Mais cela est aux antipodes un peu même de la démarche peut-être des républicains. Mais l'essentiel, c'est que si on réduit carrément l'impôt sur les sociétés de plusieurs points, cela certainement va booster l'économie, stimuler l'emploi, la croissance, du moins si on reste un peu ancré dans la théorie pure de l'impôt en tant que tel. Néanmoins, ça va encore une fois affecter le budget de l'État américain, sachant bien qu'il y a un déficit énorme, je pense, je ne sais pas combien, de 600 billions ou 600 millions de dollars, et que même Elon Musk, à la tête du gouvernement en charge de l'efficacité gouvernementale, devrait s'efforcer de réduire le nombre des agences, etc., qui sont, si vous voulez, un peu pléthoriques. Néanmoins, je pense que cette mesure fait partie d'un plan économique pour booster l'économie américaine sous la devise de « Make America Great Again ». D'accord. Merci à vous, Monsieur Abou-Dahab. Je rappelle que vous êtes professeur en relations internationales à l'Université Mohamed V de Rabat. Avec plaisir. C'était un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. C'est moi. Merci. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne soirée.